Mes amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Cette semaine, on tente de répondre à une question brûlante qui polarise déjà l'opinion des experts à l'échelle internationale. Alors que la guerre fait rage en Ukraine, que les sanctions s'accumulent contre Moscou et que le pays se retrouve de plus en plus isolé. Quel avenir pour la Russie? Pour certains, ce serait le début d'une montée en puissance de Moscou, propulsée par le rapprochement avec la Chine et le déclin de l'Occident. Mais pour d'autres, ce serait plutôt le contraire. La Russie serait sur le point d'entrer dans une longue période de déclin marquée par l'appauvrissement économique, l'instabilité politique et même l'asservissement face à la Chine. Visiblement, les deux positions sont incompatibles. Donc aujourd'hui, je vous propose d'aborder en profondeur les grandes tendances ainsi que les facteurs structurels qui seront déterminants pour l'avenir de la Russie. À quoi s'attendre pour les prochaines années, les prochaines décennies? Moscou est-elle au bord de la puissance ou plutôt au bord d'un précipice? C'est un débat fascinant, croyez-moi, mais aussi très complexe. Donc on va le diviser en 5 grandes catégories. Les défis économiques, les défis démographiques, les enjeux stratégiques, les questions politiques et finalement, les changements climatiques. Avant de commencer, alors que nous sommes tous confrontés à des menaces de cybersécurité, il est primordial de sécuriser sa connexion Internet. Et c'est ce que vous offre CyberGhost VPN. Visiter un site web, télécharger un fichier, se connecter via une connexion non cryptée. Non seulement votre fournisseur d'accès Internet connaît toutes vos habitudes de navigation, mais il possède aussi vos infos d'identification et les conserve dans un dossier pendant au moins 1 an. Si vous voulez protéger votre vie numérique, vous avez donc besoin de CyberGhost VPN. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est le fournisseur VPN le plus recommandé sur le marché, avec un score impressionnant sur Trustpilot basé sur 14 000 évaluations. Pour rester privé en ligne, il vous suffit de vous connecter à un serveur VPN. CyberGhost vous offre plus de 7500 serveurs VPN dans plus de 90 pays avec une confidentialité totale car il ne conserve aucune de vos données. L'application est disponible pour tous les systèmes d'exploitation et votre abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, qu'ils soient les vôtres ou ceux de vos proches. Afin de mieux protéger votre vie privée, il est essentiel de cacher votre empreinte numérique. En utilisant le lien dans la description, vous pouvez obtenir une réduction de 84% sur CyberGhost VPN, soit 1,94 € par mois seulement, avec un bonus de 4 mois gratuits. Garantie satisfait ou remboursée pendant 45 jours avec un accès au support client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Utilisez le lien dans la description pour obtenir CyberGhost VPN et protéger dès aujourd'hui votre vie numérique. Maintenant, sans plus tarder, entrons dans le vif de la question avec les défis économiques. Bien sûr, on pourrait parler des sanctions occidentales ainsi que de leur effet non négligeable sur l'économie russe. Le rouble a perdu près du tiers de sa valeur. Les entreprises étrangères quittent par dizaines. Certaines banques sont bannies de la plateforme SWIFT. L'inflation est galopante et des comptes de la Banque centrale ont même été bloqués. Impossible de prévoir l'impact à long terme, mais vraisemblablement, l'économie de la Russie vit actuellement une sérieuse période de turbulence. Or, jusqu'ici, Moscou semble éviter le pire, puisqu'au moment d'enregistrer cette émission, la Russie continue à recevoir des quantités massives d'euros et d'autres devises étrangères pour ses ventes d'énergie. C'est incroyable. Incapable de se priver de l'approvisionnement russe en matière d'énergie, l'Europe se trouve à subventionner directement l'invasion de l'Ukraine. Malgré les sanctions, les finances publiques de la Russie semblent donc tenir le coup. Mais pour combien de temps? Car indépendamment de la situation en Ukraine et de comment tout ça va se terminer, quand on prend un peu de recul, on constate que les menaces les plus sérieuses à l'économie de la Russie ne sont pas contextuelles, mais plutôt structurelles. Commençons avec un véritable pilier de l'économie russe, la colonne vertébrale des finances publiques, les revenus d'exportation. Ce qu'il faut savoir, c'est que les revenus d'exportation sont à la base de la puissance économique du Kremlin. Grâce à un territoire immense et gorgé de ressources naturelles, la Russie est une des plus grandes exportatrices de matières premières sur le marché mondial. Bien sûr, on pense au pétrole et au gaz naturel, mais aussi au fer, à l'or, au charbon, au bois ou au blé. Chaque année, les revenus liés à la vente du gaz et du pétrole représentent à eux seuls environ entre 35 et 40% du budget total de la Russie. Cet argent est essentiel. C'est l'oxygène de la Russie. Le problème, c'est qu'au cours des prochaines années, ces revenus risquent de diminuer graduellement en raison d'une panoplie de facteurs. D'abord, les pays européens jurent qu'ils ont compris la leçon et qu'ils vont tout mettre en place afin de réduire aussi vite que possible leur dépendance à l'énergie russe. Quand on considère l'importance du marché européen pour la Russie avec plus de 70% du volume total en 2020 pour le gaz naturel et presque 50% pour le pétrole, on comprend que c'est une menace sérieuse et crédible à l'économie de la Russie.
Les investissements dans le secteur des énergies renouvelables vont se multiplier à travers l'Europe, bien sûr pour des raisons environnementales, mais aussi puisque de nombreux pays auront désormais une motivation renouvelée à atteindre l'indépendance énergétique, réalisant que c'est d'abord et avant tout un enjeu de sécurité nationale. Aucun doute, la Russie doit trouver de nouveaux débouchés pour son pétrole, son charbon et son gaz naturel. Évidemment, on pense tout de suite à la Chine, avec qui Poutine a récemment signé une entente d'approvisionnement de 30 ans d'une valeur estimée de plus de 115 milliards de dollars. Le problème pour la Russie, c'est que la Chine n'est pas dupe non plus. À long terme, Beijing n'a aucunement l'intention d'être dépendante de Moscou pour ses besoins en ressources naturelles et encore moins en énergie. D'abord, elle sait très bien que la Russie est une compétitrice régionale, que les revenus d'énergie lui sont essentiels et que les intérêts chinois sont mieux servis par une Russie isolée, faible et vulnérable que par une Russie forte et prospère. Après tout, plus la Russie est isolée, plus le levier de négociation de la Chine est important. La fameuse entente de 30 ans signée récemment est un excellent exemple. Pendant des années, les deux pays ont été incapables de convenir d'un prix pour le gaz naturel puisque la Chine refusait de payer le même tarif que les autres. Lorsque les tensions ont escaladé en Europe, Moscou n'a pas eu le choix de plier devant Beijing et de finalement lui offrir l'énorme rabais qu'elle exigeait. Ensuite, il est important de noter que la Chine aussi tente activement de se débarrasser des énergies fossiles et qu'elle prévoit même atteindre le net zéro en matière d'émissions de CO2 d'ici 2060. Pour atteindre cet objectif, la Chine prévoit d'augmenter drastiquement sa propre production de gaz naturel tout en augmentant la part de l'énergie nucléaire, de l'hydroélectricité ainsi que des énergies renouvelables dans l'approvisionnement du pays. À la mesure où ce plan sera déployé, la Chine aura de moins en moins besoin de la Russie pour son approvisionnement en énergie, forçant Moscou à trouver une fois de plus de nouveaux marchés, cette fois dans un contexte où les énergies renouvelables seront de plus en plus compétitives dans les pays développés. Pour le gaz et le pétrole russe, il n'y a donc aucune solution parfaite à court, à moyen ni à long terme. Dans tous les scénarios, la marge du Kremlin est réduite et les revenus de l'État souffrent en conséquence. Pour les matières premières, c'est à peu près la même chose. Si l'appétit chinois semble pour le moment absolument insatiable, le portrait s'annonce bien différent pour les prochaines décennies. Alors que la Chine passe d'une économie secondaire basée sur la fabrication des biens à une économie tertiaire basée sur la vente des biens, sa demande pour les matières premières va graduellement diminuer. Déjà, la Chine développe activement son influence sur plusieurs pays africains afin d'établir un contrôle sur les ressources extractives et ainsi neutraliser la dépendance envers la Russie. Enfin, pour ce qui est des exportations d'armes, une autre source importante de revenus pour le Kremlin, bien disons qu'il existe aussi des défis majeurs à l'horizon. Autrefois dominé par Moscou et Washington, le marché de l'armement mondial est aujourd'hui en pleine transformation. Un jour, les armes chinoises seront à parité avec celles de la Russie et les pays non alignés avec l'Occident vont progressivement se tourner vers Beijing pour leurs besoins militaires. Les deux plus grands acheteurs d'armes russes sont actuellement la Chine et l'Inde. Éventuellement, la Chine n'achètera plus rien et bientôt, elle ne tolérera plus que la Russie fournisse des armes avancées à l'Inde, un adversaire régional de Beijing. C'est un problème considérable. Puisque privée de ses revenus liés à l'exportation d'armes, la Russie devrait financer à elle seule le maintien de son énorme complexe militaro-industriel, devenu avec le temps un pilier fondamental de la défense, de l'économie et même de l'identité de la Russie. On réalise donc en examinant les trois grands secteurs des exportations de la Russie que des défis économiques importants se présentent à l'horizon. Ces défis sont loin d'être insurmontables, mais ils seront certainement exacerbés par un autre vent de face qui risque de frapper la Russie au cours des prochaines décennies. Notre prochaine catégorie, le déclin démographique. La Russie compte actuellement environ 145 millions d'habitants, soit un peu moins de la moitié de la population américaine et un peu moins du tiers de celle de l'Union européenne. Le problème, c'est que la population est vieillissante, que le taux de natalité est très bas et qu'en raison de ces facteurs, selon certaines projections, la population de la Russie pourrait rapidement diminuer, atteignant 121 millions en 2050 et 106 en 2100. Un tel scénario serait catastrophique. Vladimir Poutine a déjà dit publiquement que le dépeuplement de la Russie, particulièrement dans les régions éloignées, était quelque chose qui le hantait. Et depuis son arrivée, il tente de corriger la trajectoire. En 2017, Poutine déclare que la démographie est un enjeu vital qui influencera le développement du pays pour les décennies à venir.
En 2020, lors d'un discours à la nation, il va encore plus loin et affirme qu'il est alarmé par les perspectives démographiques et que répondre à ce défi est un devoir historique. Poutine évoque un piège démographique et déclare que chaque étape, chaque loi, chaque nouveau programme gouvernemental doit désormais être examiné en fonction de la première priorité nationale, la préservation et l'augmentation de la population russe. Évidemment, la démographie n'est pas nécessairement la destinée d'un pays et une plus petite population ne signifie pas nécessairement un déclin de la puissance. Il faut reconnaître qu'une démographie difficile présente tout de même un certain nombre de défis structurels, alors que le nombre de contribuables diminue et que les revenus de taxation sont réduits en conséquence. Les charges sociales, elles, augmente rapidement et le ratio de dépendance se resserre entre travailleurs et retraités. Une population vieillissante coûte déjà très cher en matière de pensions, de soins de santé, de ralentissement économique. Mais si en plus cette population est en pleine décroissance, alors les choses se compliquent considérablement. Mais c'est un défi supplémentaire qui pourrait exacerber et accélérer une autre tendance inquiétante pour le Kremlin, le déclin géopolitique. Avec un poids économique et démographique réduit, des revenus d'exportation diminués et une perte graduelle des leviers stratégiques que représente la vente d'armes et d'hydrocarbures, il sera de plus en plus difficile pour la Russie de former des alliances ou même de maintenir ses relations existantes, y compris dans sa propre sphère d'influence. Avec l'émergence de la Chine comme nouvelle alternative crédible aux États-Unis, il n'est plus obligatoire de s'aligner avec la Russie afin de tenir tête à Washington. Déjà aujourd'hui, la Chine exerce une influence grandissante sur les partenaires stratégiques de la Russie et certains semblent même contempler un réalignement avec Beijing. Au Moyen-Orient, on pense à la Syrie et à l'Iran. En Amérique latine, le Venezuela, Cuba et le Nicaragua. En Asie, c'est la Mongolie et le Kazakhstan. Alors qu'en Asie centrale, la tendance est presque généralisée. Même chose en Afrique, où la Chine investit des sommes considérables. En prenant un peu de recul, on comprend que l'influence chinoise remplace graduellement celle de la Russie, d'abord pour les questions économiques et très bientôt pour les enjeux de sécurité. Après tout, l'économie de la Chine est déjà 10 fois plus grande que celle de la Russie, donc pour rivaliser avec Beijing en matière d'influence, Moscou devrait nager à contre-courant et déployer des ressources gigantesques en dépit de son propre déclin démographique et économique. Encore une fois, ce n'est pas impossible, mais le défi s'annonce énorme. Pour le relever, la Russie aura besoin d'un leader fort et respecté. À cet égard, la succession de Vladimir Poutine sera déterminante, ce qui nous amène au prochain point, le défi politique. Notamment en raison de son gigantesque territoire, la Russie a tendance à consolider le pouvoir politique entre les mains d'un cercle très serré d'individus. Après tout, le Kremlin se doit de maintenir la cohésion entre les quelques 85 territoires qui composent la Fédération russe, incluant 22 républiques profitant toutes de niveaux variables d'autonomie. Donc afin de réussir, Moscou se doit d'être le centre du pouvoir et de projeter une puissante autorité à travers le territoire. Le problème, c'est que ça rend le pays extrêmement vulnérable à une profonde période d'instabilité lorsque le pouvoir est faible à Moscou. Les exemples ne manquent pas. La période des troubles suivant la mort d'Ivan le Terrible, la crise après la révolution bolchevique, la confusion suivant la mort de Staline ou encore, bien sûr, les années 90 après la chute de l'URSS. Lorsque les anciens territoires soviétiques de la Russie se sont mis à contempler l'indépendance ouvertement, notamment la Sibérie, l'Oural, le Karélia et le Tatarstan, le président de l'époque, Boris Yeltsin, avait mis fin à l'hémorragie en proposant l'idée d'une fédération, tout en promettant à chaque région autant de souveraineté qu'elle pourrait en avaler. Lorsque Poutine est arrivé, il a rapidement rétabli l'ascendance de Moscou sur les territoires et les républiques qui composent la fédération, notamment en concentrant le pouvoir autour du Kremlin, revenant ainsi à une forme de cohésion nationale plus autoritaire typique à l'histoire de la Russie. Or, exactement comme ceux qui l'ont précédé, Poutine n'est pas éternel. Et un jour, quelqu'un devra prendre sa place. Là-dessus, il y a fort à parier que Poutine choisira lui-même son successeur, bien sûr, pour protéger son héritage, mais aussi pour garantir la stabilité et la cohésion après son départ. Pour le moment, Poutine semble garder un flou volontaire quant à l'identité de son successeur. Certains évoquent l'actuel ministre de la Défense, Sergueï Shoigu. Or, il a déjà 66 ans, alors que Poutine en a 69. Selon plusieurs, le véritable dauphin de Poutine sera beaucoup plus jeune, afin de maximiser sa longévité politique. S'il fallait que Poutine meure sans succession,
La Russie pourrait connaître une période de sérieuse turbulence alors que les oligarques et les différentes factions se disputent le pouvoir politique. Le risque d'effondrement serait bien réel. Comme l'affirmait un conseiller senior de Vladimir Poutine en 2014, « Pas de Poutine, pas de Russie ». Évidemment, rien n'est tout noir ou tout blanc. Il serait faux de prétendre que la Russie est assurée de vivre un déclin. Certes, elle est confrontée à des menaces structurelles majeures qui, à long terme, pourraient remettre en question la viabilité de son modèle économique et stratégique. Mais il est important de nuancer le portrait, car il existe aussi un certain nombre de moyens pour la Russie d'amortir le choc et peut-être même de conserver l'essentiel de sa puissance. Voici donc le dernier point, les changements climatiques. Si la tendance se maintient, la Russie pourrait se retrouver en excellente position afin de tirer avantage des changements climatiques et potentiellement inverser le déclin de son influence. D'abord, il sera plus facile pour Moscou de profiter des énormes richesses de l'Arctique, une région déjà responsable pour environ 30% des revenus du Kremlin. Ensuite, un hiver plus doux à travers la Russie permettrait d'augmenter la production agricole tout en ouvrant de manière permanente la fameuse route maritime du Nord. Un passage stratégique au potentiel formidable qui réduit la durée de navigation entre l'Asie et l'Europe de 48 à 35 jours. Déjà, Moscou réclame le contrôle unilatéral sur la route du Nord et déploie des actifs militaires le long du parcours afin d'appuyer sa revendication. Grâce aux raccourcis maritimes hautement convoités que représente la route du Nord, il est possible que la Russie développe un nouveau levier stratégique, notamment avec la Chine, qui est lourdement dépendante du commerce maritime avec l'Europe. Mais encore mieux pour le Kremlin. Les réserves d'eau douce de la Russie figurent parmi les plus importantes de la planète, tout juste derrière le Brésil. Alors qu'un nombre grandissant de pays font face à la possibilité bien réelle d'une pénurie au cours des prochaines décennies, la Russie pourrait peut-être combler une partie de la demande mondiale. Chez presque tous les alliés russes, en Asie centrale, au Kazakhstan, en Mongolie, en Iran, en Syrie, il manque déjà d'eau douce. Et puisque la Chine pourrait elle-même en manquer au cours des prochaines années, voilà peut-être un moyen crédible pour la Russie de conserver des revenus d'exportation tout en maintenant un levier stratégique face à de nombreux pays, y compris vis-à-vis de la Chine. Bien sûr, les choses pourraient changer, de nouvelles technologies vont émerger, un conflit majeur pourrait se produire et la Chine pourrait elle-même connaître son propre déclin. Finalement, les impacts de la robotisation et de l'avancement technologique sont très difficiles à prévoir. Il est absolument possible que dans quelques décennies, avec des emplois plus rares, une population décroissante soit en fait un avantage, réduisant directement le taux de chômage. En prenant suffisamment de recul, on observe donc une tendance très claire. Au cours des prochaines décennies, la Russie devra naviguer avec un important vent de face, et même si ça ne signifie pas nécessairement que le navire russe est destiné à couler, il semble évident que seul un capitaine d'expérience pourra le maintenir à flot et garder le cap. La séquence de succession après Vladimir Poutine se devra d'être pratiquement sans faute, puisque la marge d'erreur est très mince et que le temps joue activement contre la Russie. Avec la diminution de la population, la réduction imminente de la demande pour les hydrocarbures et la montée rapide d'une nouvelle alternative aux États-Unis, la puissance russe vit sur du temps emprunté. Est-ce que la tendance peut être renversée? Là-dessus, seul le temps pourra nous le dire. Mais j'ai déjà très hâte de lire vos commentaires. Je vous remercie énormément d'avoir été là et merci également aux partenaires de cette vidéo, CyberGhost VPN. CyberGhost protège vos données, vous donne accès à tout le contenu bloqué sur Internet pour seulement 1,94 € par mois. Pour obtenir la réduction pour les abonnés de 7 jours sur Terre, il suffit de suivre le lien dans la description. C'était Benjamin Tremblay, 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine.